Hop. Voilà, c'est tout bon. Super. Ça marche, Alexis. Allez, on donne la Merci, parole à Céline. merci Bousséina. Bonjour à toutes et à tous. Très, très contente d'être avec vous ce matin et pouvoir poursuivre notre réflexion et nos échanges qui ont donc été initiés lors de la session précédente. Donc, pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, moi, je m'appelle Céline Ferrier, je suis chargée d'études et de recherche à l'association Coup de pouce. Dans ce cadre-là, je mène un projet de recherche avec l'Université Grenoble-Alpes. Mon domaine de recherche est dans le domaine des sciences du langage et plus spécifiquement la littératie familiale, c'est-à-dire l'ensemble des dynamiques autour de l'écrit dans l'environnement familial de l'enfant. Et à l'association Coup de pouce, j'ai eu la possibilité l'année dernière, dans le cadre de mon projet de recherche, d'être également pendant une année animatrice d'un club Coup de pouce pour pouvoir être au plus près du terrain et mieux comprendre la réalité de nos clubs Coup de pouce. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité l'année dernière d'être également animatrice d'un club clé. Voilà pour ma présentation de ce matin. Et là, pour aujourd'hui, donc le thème qu'on va aborder dans la continuité du précédent, comme le disait Bousséina, c'est le rapport au temps au sein de la famille en tant que contrainte ou ressource d'acculturation à l'écrit. Donc, c'est un sujet qui est rarement évoqué et que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui parce qu'il me semble très intéressant en fait de s'arrêter un tout petit moment sur le rapport au temps des parents et le rapport au temps tel qu'il se joue dans la famille. Donc, dans un premier temps, vous dire qu'il y a un premier constat de départ que vous avez certainement également eu, c'est que les parents évoquent et expriment très massivement leur manque de temps pour partager des moments et des activités avec leurs enfants. Donc, moi, je suis partie de ce constat-là, de cette réalité que les parents expriment très, très, très fréquemment et qui me semble être à la fois entendue, mais finalement très peu pris en compte. Et là, comme vous pouvez le voir à l'écran, cette phrase d'Hélène, 38 ans, qui est mère de famille, et qui nous dit qu'entre courir pour payer le loyer, aller chercher à manger à la banque alimentaire et tout le reste, elle n'a vraiment pas le temps d'être maman. Et cette réalité-là, qui est en fait la réalité des parents qui vivent en situation parfois difficile ou en situation précaire, est une réalité de leur rapport au temps qu'on va aborder aujourd'hui ensemble et dont on va essayer de comprendre en fait l'impact sur leur accompagnement de leur enfant et en particulier leur accompagnement dans le domaine de la lecture et de l'écriture. Voilà, donc ce premier constat de départ qui me semble être nécessaire de faire pour mieux comprendre en quoi finalement ce sujet-là, le rapport au temps des parents, est un sujet qui nous concerne. Mon hypothèse de recherche a été de me dire que finalement le rapport au temps des parents était un sujet qui nous concernait véritablement pour comprendre quelles étaient leurs pratiques de littératie familiale, c'est-à-dire leurs pratiques autour de la lecture et de l'écriture avec leurs enfants, et de se dire que finalement leur rapport au temps avait un impact direct sur leur capacité à accompagner leur enfant apprenti lecteur et d'essayer de comprendre à partir de là ce qui se jouait. Donc, tout d'abord, le rapport au temps en tant que contrainte pour essayer de comprendre ce qui se passe du côté des parents et du côté surtout des parents qui vivent en situation précaire. Donc, quand je parle de situation précaire, ça va être des parents qui ont des situations familiales difficiles de manière ponctuelle ou régulière, qui vont également avoir des contraintes professionnelles fortes et qui vont surtout avoir des emplois du temps qui leur sont imposés au niveau professionnel et des contraintes aussi de décalage horaire, c'est-à-dire des horaires décalés, le fait de travailler très tôt ou très tard, etc., ce type de contraintes. Et puis toutes les contraintes sociales qui sont qui sont plus importantes en fait pour les parents qui vivent en situation précaire. Donc ce rapport au temps, quand on vit en situation précaire, il est beaucoup plus impacté que pour les autres parents et pour les autres catégories de la population, parce qu'en fait le temps
le temps nous est imposé en fait par d'autres structures que par nous-mêmes, c'est-à-dire un papa ou une maman évidemment qui est par exemple au chômage, on pourrait s'imaginer qu'il a plus de temps, ce qui est évidemment une représentation fausse, puisqu'en fait son rapport au temps est beaucoup plus contraint que le nôtre. Il va être beaucoup plus dépendant en fait de sa disponibilité. Il doit être beaucoup plus disponible pour les autres et disponible pour trouver un emploi. Donc, son rapport au temps est impacté par ça. C'est la même chose, en fait, par exemple, pour un parent qui est au foyer, pour une mère au foyer, on peut se représenter, en fait, que c'est un parent qui est particulièrement disponible. Ce n'est absolument pas forcément le cas. On sait, par exemple, que les mères au foyer ont un rapport au temps qui est très particulier. Elles sont beaucoup plus contraintes que les autres et elles n'ont pas forcément d'importante disponibilité. Donc, la situation précaire impacte directement notre rapport au temps. Je ne sais pas si vous l'avez vécu de la même manière que moi, mais je sais que beaucoup de gens l'ont vécu de cette façon-là. Le premier confinement qu'on a tous vécu, donc au printemps 2020, nous a permis de voir que nous nous retrouvions tous finalement dans une situation d'incertitude. Nous ne savions pas ce qu'allaient être les prochaines semaines, les prochains mois. Il y avait une inquiétude en fait sur notre devenir. Et cette incertitude dans laquelle nous nous sommes tous retrouvés, elle a directement impacté notre rapport au temps. Il a été beaucoup plus difficile pour la plupart d'entre nous de nous projeter, de nous organiser, de gérer tout simplement des choses très simples du quotidien que d'habitude on sait gérer. Notre rapport au temps, en fait, il est impacté directement par le fait de se retrouver en situation d'un coup d'incertitude. Et pour les parents qui sont en permanence en situation d'incertitude, du coup, leur rapport au temps est très différent du nôtre. Ils sont dans l'immédiateté, ils sont dans le rapport au jour le jour, parfois même à l'heure près. Ensuite, il y a également leurs compétences écrites qui sont en jeu. Alors, si tu peux revenir, Alexis, sur la diapo précédente. Voilà. Leurs compétences écrites sont également en jeu. C'est-à-dire que pour gérer son temps, pour en disposer, il faut également, et ça, c'est quelque chose qu'on entend peu, mais qu'il faut également, en fait, avoir des compétences écrites et avoir un rapport à l'écrit assez développé, finalement, pour gérer son temps. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure d'utiliser les outils d'organisation du temps. Tout simplement un agenda, un calendrier. Ce sont des outils qui peuvent nous paraître extrêmement communs, que tout le monde utilise. Ce n'est absolument pas le cas. La sociologie nous a montré en fait que tout le monde n'est pas en mesure en fait d'utiliser ces outils de gestion du temps et que c'est profondément corrélé à notre rapport à l'écrit. Plus on a un rapport à l'écrit qui est faible ou assez peu présent au quotidien, plus il va être difficile d'utiliser ces outils et du coup aussi de gérer son temps. Voilà. Donc, à la fois vivre en situation précaire et avoir également de faibles compétences de l'écrit, ça influence notre rapport au temps. Et ça engendre évidemment un manque de disponibilité, de nombreuses absences, des oublis, des manquements et une difficulté à se projeter. Et ça, c'est très important de le comprendre en fait dans notre relation avec les parents et les parents qui vivent en situation précaire ou en situation qui sont des parents dits défavorisés, pour comprendre en fait à quel point ils peuvent ne pas répondre forcément à nos sollicitations, à nos demandes et à notre souhait en fait de les voir s'engager et s'impliquer à nos côtés. C'est leur rapport au temps est profondément différent en fait du nôtre, même si on peut avoir l'impression que le nôtre est très contraint. Il est extrêmement contraint pour tout le monde aujourd'hui, mais on n'a pas tous la même capacité à le gérer et à l'organiser. Voilà pour cet aspect-là sur le temps en tant que contrainte. Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que le rapport au temps des parents, il influence énormément en fait les repères temporels de l'enfant. Voilà. Et les repères temporels de l'enfant, c'est un élément très structurant du développement de l'enfant et qui va impacter directement sa scolarité et aussi son rapport à l'écrit. Donc, la construction des repères temporels de l'enfant va s'appuyer à la fois sur le langage oral, le fait d'avoir un langage oral développé avec un entourage qui parle beaucoup à l'enfant, ça va lui permettre de structurer son langage oral. Le simple fait, en fait, d'exprimer à un enfant le fait
aujourd'hui, on va à l'école, ce soir, je viens te chercher à 17h30, demain, nous irons chez mamie, et la semaine prochaine, tu seras en vacances. C'est une façon de lui parler au quotidien, une façon de lui permettre de construire son rapport au temps. La ritualisation du quotidien de l'enfant est un élément extrêmement structurant pour l'enfant, pour lui permettre de créer des repères temporels. Et si vous vous rappelez de ce qu'on vient de se dire dans la diapo précédente, les parents qui vivent en situation précaire sont ceux qui ont le moins la possibilité de ritualiser le quotidien de l'enfant, puisque justement leur quotidien est extrêmement incertain, aléatoire et peut chaque jour être différent. Voilà. Donc ritualiser la vie de l'enfant est beaucoup plus difficile pour eux. Ensuite, il y a aussi les outils de gestion du temps que les enfants ne vont pas forcément voir dans le quotidien, puisque leurs parents eux-mêmes ne les utilisent pas ou peu, et qu'ils n'ont pas forcément l'idée de proposer à leur enfant de se repérer sur un calendrier ou sur un planning pour savoir si aujourd'hui il y a école ou si aujourd'hui on est en vacances, par exemple. Et alors, de manière plus indirecte, mais très importante pour le sujet qu'on aborde aujourd'hui, il y a également le rapport de l'enfant aux histoires et aux récits. En fait, un enfant qui entend souvent des histoires, qui est en lien fréquent et régulier avec des textes et des récits, des albums, il a un rapport temporel qui peut se développer beaucoup plus facilement qu'un autre. Puisqu'en fait, une histoire, c'est une construction d'une histoire dans le temps. C'est très souvent, comme on le dit, « il était une fois », qui permet de comprendre qu'on parle d'une histoire passée. Mais dans une histoire, on comprend qu'il y a un début, un récit, une fin, et ça permet à l'enfant de comprendre et de structurer son temps. Il y a son temps quotidien, mais il y a aussi le temps des personnages, le temps du récit, qui est très différent du sien, mais qui lui permet de comprendre le avant, pendant, après. Voilà. Et avoir des repères temporels, en fait, chez l'enfant, ça va être un facteur déterminant pour également se repérer dans les textes et les histoires, mais ça va être aussi un élément très important, du coup, pour lui, pour apprendre à lire et à écrire. En fait, les repères temporels sont profondément associés aussi à l'apprentissage de la lecture. Là, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des repères dans l'espace, puisqu'en fait, les repères temporels sont aussi des repères spatio-temporels, mais finalement, la même chose se passe aussi dans la structuration de l'espace de l'enfant, c'est-à-dire que les enfants peuvent avoir plus ou moins de représentations, tout simplement de choses très concrètes comme où se situe leur quartier, où se situe leur école, dans quel pays ils vivent, etc. Et ça dépend vraiment aussi des repères spatio-temporels de leurs parents. Un exemple très, très concret, l'année dernière, dans le club dans lequel je travaillais à Caluire, j'ai demandé aux enfants dans quelle ville ils vivaient. Aucun d'entre eux ne savait qu'ils vivaient dans la ville de Caluire, mais tous pensaient qu'ils vivaient dans la Grande Barre. Et en fait, ils pensaient que l'endroit où ils vivaient, ça s'appelait la Grande Barre et que c'était le nom de leur ville. Et donc, on a parlé de ça très souvent et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était des enfants qui ne sortaient absolument pas de leur quartier ou même de simplement quelques rues, qu'ils n'avaient aucune représentation de simplement la ville où ils habitaient et encore moins évidemment de la France et de territoires beaucoup plus larges. Mais en fait, ces repères, à la fois dans l'espace et dans le temps, sont vraiment corrélés à la capacité de l'enfant à entrer dans les apprentissages et en particulier dans les apprentissages autour de la lecture, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, rentrer dans les textes et les histoires, c'est rentrer aussi dans une dynamique spatio-temporelle. Voilà. Donc ensuite, on va aborder cette question du rapport au temps des parents, cette fois-ci en se posant la question de comment elle peut devenir une ressource pour les parents. Et pour ça, on a besoin de faire un petit focus sur des éléments de sociologie, c'est-à-dire de compréhension en fait de la transmission du capital culturel, et là en particulier dans le domaine de la lecture, comment en fait les parents transmettent un capital culturel à leur enfant et quelle différence il y a finalement avec la transmission d'un capital économique. Donc un capital économique, c'est une transmission immédiate. Je donne à mes enfants une certaine somme d'argent, ils en ont la possession immédiate. Je donne la somme d'argent, ils l'ont directement. Le capital culturel, c'est très différent. Et dans le domaine de la lecture, mais ça peut être valable dans d'autres domaines culturels,
c'est une transmission qui est longue, qui demande de la répétition et du temps long. C'est très long, en fait, de transmettre un capital culturel et c'est la seule manière pour qu'il puisse être incorporé par l'enfant. Et donc, si là, par exemple, on prend la pratique, par exemple, de la cuisine, on peut très bien comprendre, en fait, que ce n'est pas simplement parce qu'on a partagé une fois une recette de cuisine avec un membre de notre famille qu'on devient intéressé et qu'on a envie à son tour de se mettre à cuisiner et qu'on s'intéresse à la cuisine. C'est vraiment parce qu'il y a eu cette répétition et cette transmission tout au long de l'enfance que petit à petit, on incorpore une nouvelle pratique culturelle et qu'elle devient complètement naturelle dans notre vie. Voilà. Et pour la lecture, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment l'observation, l'imitation et la pratique de manière répétée et longue qui va permettre à l'enfant d'incorporer en fait cette pratique culturelle dans sa vie et d'en avoir tous les bénéfices. Avec cette idée centrale en fait que tous les parents ont un capital culturel, mais que tous n'ont pas la possibilité de le transmettre et de permettre à leur enfant en fait, de l'incorporer. Et c'est également le cas dans le domaine de la lecture. On peut avoir des parents qui n'ont simplement pas le temps ou la conscientisation du temps qu'ils peuvent mettre à disposition de leur enfant pour lui permettre en fait, de devenir à son tour lecteur et de s'intéresser à la lecture. Voilà. Donc, il y a vraiment cette logique-là de faire en sorte que ce soit du temps long et répété qui permettent en fait à l'enfant d'incorporer un capital culturel et là en particulier dans le domaine de la lecture. Voilà. Sur la diapo suivante, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est la réflexion en fait qui a abouti et qui est toujours en cours sur cette maîtrise et cette gestion du temps parental et en particulier pour les parents les plus fragiles ou les plus précaires. Cette idée, c'est d'accompagner et de soutenir surtout les routines familiales les plus simples, puisque comme on l'a vu, c'est vraiment la ritualisation qui va être l'élément le plus impactant dans la vie de l'enfant. Et donc, les routines familiales les plus simples sont celles que nous, on peut accompagner du côté des parents. Non pas pour qu'ils se mettent à développer des pratiques complètement dissociées de leur quotidien, mais que vraiment, ils puissent conscientiser le fait que c'est la ritualisation et la fréquence en fait, du temps partagé avec leur enfant qui va avoir le plus d'impact pour lui. Voilà, donc l'idée, c'est de favoriser effectivement cette fréquence, davantage d'être centré évidemment sur la qualité plus que la durée des activités de lecture entre parents et enfants, et de développer la coparentalité. Alors, la coparentalité, ça peut ne pas vous parler, mais c'est l'idée en fait de ne pas faire reposer l'ensemble de ces attentes seulement sur les mères, puisque c'est principalement elles qui portent les activités autour de la lecture en famille, mais c'est davantage se dire que finalement, elles ne sont pas les seules en fait qui peuvent passer ces temps avec les enfants autour des livres ou autour de différentes pratiques partagées avec les enfants, et de leur permettre aussi d'avoir des relais. Alors évidemment, on pense au père des enfants, mais il y a également les frères, les sœurs et tous les autres membres de la famille qui peuvent jouer ce rôle-là pour permettre aux mères en fait, de ne pas être les seules à porter en fait, ces pratiques autour de la lecture. Très majoritairement, ce sont les mères qui lisent des livres à leurs enfants. Et ce qu'elles nous disent beaucoup, c'est qu'elles manquent de temps pour le faire et que surtout, ce ne sont qu'elles qui le font et qu'elles ont très peu de relais au sein des familles. Voilà. Donc, on en parlera lors de la dernière session la prochaine fois, mais le rôle des pères va être central en fait dans ces dynamiques familiales pour permettre un développement en fait de la coparentalité, mais surtout des dynamiques autour de la lecture qui soient beaucoup plus impactantes dans la vie de l'enfant et qui puissent s'intégrer dans le quotidien des enfants. Donc, ce qu'on peut voir par rapport à cette question du rapport au temps des parents, c'est que de plus en plus de programmes développent cet argument du temps pour impliquer les parents. Donc là, je vous ai mis quelques exemples à l'écran.
avec, par exemple, le programme Time to Read, qui est un programme anglais, qui est vraiment basé sur cet argument que quelques minutes par jour suffisent pour vraiment faire la différence et que c'est vraiment la ritualisation de seulement 10 minutes ou même 5 minutes par jour avec l'enfant qui vont être déterminantes. Puisque l'argument des parents, ce manque de temps est un argument qui est complètement entendu, mais avec l'idée qu'en fait, il s'agit de les rassurer et de leur dire que ce n'est pas du tout la durée qu'ils vont passer avec leur enfant qui va avoir le plus d'impact, mais bien la fréquence. Voilà, donc de nombreux programmes de ce type-là. Il y a également le programme Lire 5 minutes par jour, qui est un programme québécois et qui décline comme ça différentes activités très simples qu'on peut mettre en place seulement 5 minutes par jour avec son enfant. Et donc cet argument du temps est vraiment celui qui est régulièrement mis en avant pour justement permettre aux parents de lever cette première contrainte qui est la contrainte principale qu'ils expriment, celle du manque de temps. Voilà. Donc, sur la dernière diapo, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était donc les idées à retenir. Alexis, tu peux changer. Ouais, voilà, sur celle-là. La précarité de vie engendre une précarité temporelle, c'est-à-dire une difficulté à disposer et à gérer son temps. Ça, c'est vraiment l'élément central de la réflexion et que la sociologie nous amène aujourd'hui à comprendre. C'est qu'on n'a pas du tout tous le même rapport au temps et que notre rapport au temps, il est corrélé à notre milieu social. Notre rapport au temps est complètement corrélé aussi aux difficultés de vie que l'on rencontre et que nos représentations du rapport au temps qu'on peut avoir des parents est souvent faussée. Leur rapport au temps peut être très différent en fait, du rapport au temps des professionnels qui interviennent dans le domaine scolaire ou périscolaire. Le temps des parents est une ressource éducative qui favorise la réussite scolaire des enfants. Ça peut paraître une évidence à dire, mais pour beaucoup de parents, ce n'est pas forcément conscientisé. Et ce n'est pas la quantité de temps qui est la plus bénéfique, mais véritablement la fréquence, le fait de ritualiser des activités et des pratiques avec son enfant. Voilà. Et la transmission de la lecture, parce qu'il s'agit principalement de la question de l'acculturation à l'écrit et de la lecture, la transmission de la lecture en tant que pratique culturelle nécessite un temps long, alors pas au sens de beaucoup de temps, mais sur de grandes périodes, c'est-à-dire la petite enfance et l'enfance, et un temps qui est répété avec des pratiques qu'on retrouve régulièrement dans le quotidien des enfants. Voilà. Pour finir et avant d'échanger sur ce thème-là du rapport au temps des parents, on voulait vous proposer un petit quiz pour vous permettre de réfléchir à cette question-là et de jouer ensemble. Donc, la toute première question qu'on voulait vous poser, c'était quelle part des parents interrogés déclarent manquer de temps pour lire avec leur enfant? Donc voilà, vous pouvez répondre soit directement dans le sondage, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez répondre aussi dans le chat. Donc 12% des parents interrogés qui déclarent manquer de temps pour lire avec leur enfant, 35% ou 42%. Et la deuxième question, c'est au quotidien, combien de temps de loisirs les parents ont-ils avec leur enfant? Donc, quand on parle de temps de loisirs, c'est du temps non productif, c'est-à-dire le fait de jouer avec son enfant, d'aller faire une balade, lire une histoire, voilà, toute activité non productive. Donc, 1 heure en moyenne, 35 minutes en moyenne ou 12 minutes en moyenne. Voilà, je vous laisse répondre et puis comme ça, après, on peut échanger sur ce sujet. Tu me dis, Alexis, quand tu as les réponses. Oui, je regarde pour l'instant. 16 personnes ont répondu. Donc, il en manque un petit peu. On peut laisser encore 30 petites secondes. OK.
Donc, on parle d'enfants qui sont en âge d'être scolarisés entre 3 et 12 ans à chaque fois. Je ne t'entends pas, Alexis. Ouais, je me propose de partager. Tout le monde a pu voter, tous ceux qui le souhaitaient. Alors, voilà, vous devriez voir les résultats. Très bien. Alors, pour la première question, donc, sur les parents qui déclarent manquer de temps pour lire avec leur enfant, l'étude sur laquelle je m'appuie est une étude anglaise qui nous montre que 42% des parents anglais déclarent manquer de temps pour lire avec leur enfant. Donc, c'est tout à fait corrélé avec les résultats qu'on peut aussi retrouver en France. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c'est que les parents déclarent donc à 42% manquer de temps pour lire avec leur enfant et encore plus majoritairement répondre favorablement aux demandes de l'enfant quand celui-ci demande une deuxième histoire ou de relire la même histoire. C'est-à-dire que les enfants bénéficient très peu du fait d'avoir une deuxième histoire après en avoir déjà eu une première. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les parents sont très, très contraint, mais que l'enfant n'a pas le bénéfice d'une deuxième histoire, alors qu'on sait que c'est véritablement le fait de réentendre une histoire une deuxième fois qui va lui être le plus bénéfique au moment de la lecture partagée, le fait de pouvoir réentendre une histoire. Et on voit que les parents répondent souvent non à l'enfant quand celui-ci demande une deuxième histoire. Et donc, au quotidien, combien de temps de loisirs les parents ont-ils avec leur enfant en moyenne? Eh bien, on est à 12 minutes seulement par jour en moyenne, alors qu'il y a également les week-ends, les vacances et tout le temps de repos qui est également compté dans cette étude. Donc, on voit que ces 12 minutes, c'est évidemment extrêmement peu et que ce sont finalement des moments où les parents peuvent avoir des échanges qui ne sont pas seulement des échanges factuels avec l'enfant. C'est-à-dire, on sort de l'échange où simplement on dit on va aller à l'école, on va passer à table, des choses extrêmement factuelles de ce type-là. Quand on est dans un temps de loisir, on peut avoir un échange qui est un échange langagier où on va aborder d'autres thématiques que des thématiques factuelles. On peut avoir un échange de qualité et c'est ça qui va être déterminant. Et donc, ce temps de loisir, ce temps, entre guillemets, de qualité entre les parents et les enfants, on voit qu'il est extrêmement faible, 12 minutes par jour, et que pour nous, il va s'agir en fait de permettre aux parents de conscientiser que ce temps, il est extrêmement réduit, mais que ces 12 minutes-là, pour certains moins, pour d'autres plus, elles sont extrêmement précieuses parce que c'est ce petit moment-là, en fait, qui permet à l'enfant d'avoir cet échange avec son parent et qui va être aussi déterminant dans sa capacité à avoir un développement langagier de qualité et qui va impacter directement son rapport à la lecture et à l'écriture, mais aussi tout simplement l'ensemble de ses apprentissages scolaires. Tout ceci étant directement corrélé. Voilà pour les résultats à ces deux questions. Donc, à partir de là, je te relaisse la parole, Bousséina, si tu as envie de compléter sur ce sujet. C'est parfait, merci Céline. On va plutôt laisser la parole aux participants et aux pilotes, certainement avec peut-être des interrogations, des témoignages au sujet de cette rencontre, justement, avec la précarité temporelle au quotidien. Vous pouvez réactiver vos micros et prendre la parole et intervenir, témoigner, poser vos questions. À vous la parole. N'hésitez pas à travers le chat également, hein, si vous préférez. On regarde également. En même temps, je ne sais pas si
Parmi les pilotes, certains d'entre vous souhaitent justement témoigner par rapport à ce sujet, à cette précarité du temps parental, comment peut-être vous le rencontrez dans vos différentes missions, dans votre quotidien de pilote, comment il apparaît pour vous. Ça serait peut-être un point de départ aussi, ces témoignages-là. Il y a une question sur le chat que je peux reprendre. A-t-on un regard sur l'évolution du temps parental au fil des années? Exemple, il y a 20 ans, les parents percevaient-ils avoir moins, autant ou plus de temps de loisirs à accorder à leur enfant? Alors, c'est vraiment très intéressant de s'apercevoir effectivement que c'est aujourd'hui, paradoxalement, peut-être, on a beaucoup plus de temps aujourd'hui avec nos enfants qu'il y a 20 ou 40 ans en arrière. On a beaucoup plus de temps avec eux, mais pas forcément plus de temps de loisirs. Le temps parental est beaucoup plus important aujourd'hui. On a beaucoup plus que doublé. Je crois que le temps parental a quasiment quadruplé. Mais notre rapport au temps et l'accélération de notre rapport au temps, lui, il a profondément changé. Et ça, on le vit tous. C'est-à-dire que notre temps est de plus en plus contraint, quel que soit notre milieu social. Et il y a surtout une accélération globale de la société qui fait qu'on a l'impression de moins en moins pouvoir maîtriser notre temps et le gérer et en disposer. Voilà. Donc, oui, on passe plus de temps avec nos enfants, mais pas forcément plus de temps de loisirs, pas forcément plus de temps fréquent et de qualité. Ça, c'est pas forcément le cas. Mais par contre, la place de l'enfant dans la famille, elle a tellement changé en 30 ou 20 ans qu'il y a beaucoup plus de temps parental dédié aux enfants. Au retour, question des parents qui ne sont pas francophones ou non lecteurs. Le manque de temps est parfois mis en avant pour masquer la complexité de l'accompagnement de leur enfant. Oui, tout à fait. Alors, là, moi, je serais un petit peu plus nuancée, c'est-à-dire que nous, on peut percevoir effectivement cet argument comme un argument pour ne pas avoir des activités avec l'enfant ou pour masquer une difficulté à accompagner la scolarité de l'enfant. Il y a également une prise en compte à avoir de la réalité de leurs contraintes de temps qui est quand même très, très forte. Et qui est d'autant plus forte, comme je le disais tout à l'heure, que lorsqu'ils vivent en situation précaire, ils ont effectivement et de manière très factuelle très, très peu de temps disponible. Ensuite, si l'argument qui est avancé du manque de temps n'est pas également relié à la question de leur rapport à la langue française et de leur possibilité aussi de lire avec leur enfant en français, c'est important, nous, qu'on lève également cette contrainte et qu'on les rassure sur ce point-là, qu'on leur dise aussi que les échanges et les échanges de qualité autour d'un livre, ou autour d'un jeu ou de n'importe quelle activité partagée peuvent se faire dans leur langue et que ce qui est le plus bénéfique à leur enfant, c'est qu'ils aient des échanges avec lui dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux et dans la langue qui leur est chère, dans la langue qui est importante pour eux. Voilà. Et ça, c'est très important de le dire aux parents qui ne sont pas francophones, puisqu'ils peuvent avoir cette crainte, en fait, d'avoir des temps de lecture ou d'activités partagées avec leur enfant dans leur langue familiale, alors que leur enfant est en train d'apprendre à lire et à écrire en français. Ils peuvent avoir le sentiment que ça peut être un handicap pour lui, alors que bien au contraire, en fait, c'est la qualité de l'échange qui va être la plus importante. Et ça, c'est vraiment la langue familiale qui permet d'avoir cette qualité des échanges. Donc, il y a vraiment à avoir une certaine vigilance quand les parents parlent de leur manque de temps et de ne pas simplement se dire effectivement que c'est un argument qui est avancé pour ne pas s'engager ou pour ne pas s'impliquer. Je vois qu'il y a Hélène qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai un questionnement parce que j'ai eu ça aussi un peu comme retour.
notamment dans le cadre des familles nombreuses, où voilà, je n'ai pas le temps de passer 10 minutes avec chacun de mes enfants. En général, c'est quand il y en a plus de 3, mais même déjà à partir de 3, ça peut commencer à être avec des âges différents. Et là, je serais plus dans le questionnement avec des enfants en bas âge et un enfant, imaginons, qui est au CP. Les enfants en bas âge, voilà, prenant aussi pas mal de temps et d'attention aux parents. Dans ces situations, est-ce qu'on répond sur voilà, de ne pas forcément individualiser ce temps avec l'enfant dont on parle, ou de trouver une solution pour l'individualiser malgré tout, parce que c'est là où le rapport avec le parent va avoir plus d'impact. Alors, merci vraiment pour votre question. C'est très important, la question de l'individualisation du temps. Je n'ai pas eu le temps justement d'en parler tout à l'heure, mais vous avez complètement raison. Il faut absolument déculpabiliser les parents sur le fait de ne pas avoir un temps individuel avec leur enfant. La question n'est absolument pas d'avoir un temps individuel avec leur enfant. Et les dynamiques familiales autour de la lecture et de l'écriture sont tout à fait impactantes et puissantes quand elles se font aussi en fratrie élargie. Le temps disponible pour la lecture entre parents et enfants, il est directement corrélé au nombre d'enfants qu'on a. Et effectivement, arrivé à 3 enfants, clairement, tous, on lit beaucoup moins avec notre enfant. Voilà, ça c'est clair. Mais par contre, les dynamiques de lecture avec plusieurs enfants en même temps sont très intéressantes et elles ne sont pas du tout moins riches. Il faut vraiment rassurer les parents par rapport à ça parce qu'en fait, notre société promeut tellement l'individualisation et l'individualisation dans tous les domaines qu'on pourrait s'imaginer qu'il faut avoir un rapport individuel avec son enfant seul à seul pour que ce soit de qualité. Il n'en est absolument rien. Et d'ailleurs, les dynamiques de fratrie, les dynamiques familiales sont tout aussi intéressantes. Voilà. Par contre, accompagner une pratique, par exemple, de lecture d'histoire quand on a plusieurs enfants, c'est pas simple. C'est pas simple d'accompagner les parents sur cette question-là. Et il s'agit en fait de les rassurer et de leur dire qu'une lecture d'histoire, c'est pas forcément un moment extrêmement calme et posé, comme on peut se le représenter dans les films, où tout le monde est, voilà, tous les enfants, ils sont douchés en pyjama, bien sages à l'écoute de l'histoire. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'une lecture d'histoire, quand on a une fratrie, c'est plutôt rock'n'roll et que ça va être souvent assez agité, mais c'est pas parce que c'est agité que c'est moins intéressant. Et on peut tout à fait en fait envisager que les enfants à tour de rôle choisissent le livre, participent à leur manière à l'histoire. Et les plus grands, par exemple, adorent écouter des histoires qui sont des histoires qui sont pour les tout petits, parce que ça leur rappelle en fait les histoires qu'ils écoutaient quand ils étaient petits. Donc, il y a plein de possibilités, mais vraiment sortir de la culpabilité du temps individuel avec son enfant, c'est très important parce que c'est pas du tout, ça n'a pas du tout de lien avec la qualité. Voilà. Merci beaucoup. Je vois aussi la remarque de Raphaël sur le chat. Remarque un peu convenue, mais la question du temps de loisir doit être bien sûr s'accompagner d'une sensibilisation aux risques liés à la surexposition aux écrans. Échanger du temps d'écran contre du temps de lecture. Alors, Raphaël, vous avez complètement raison. Et cette question, en fait, de la place des écrans dans nos vies et de la manière dont elle limite notre temps au sens large, mais aussi le temps avec nos enfants, c'est une question très intéressante. Je vais vous partager tout à l'heure une référence d'un livre qui parle de cette question-là. Je pense que vous avez tous entendu parler du fait qu'aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention et qu'aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur dans notre économie, dans notre système économique, c'est notre temps. Notre temps personnel a pris une valeur considérable. Et si on est autant sollicité par les différents écrans, les différentes propositions sur Internet, sur nos téléphones, etc., c'est parce que notre temps, aujourd'hui, est une ressource monétaire. Et si on a l'impression de manquer autant de temps, c'est parce que notre temps, il nous est volé aujourd'hui, véritablement, et qu'on a très peu la possibilité de se réapproprier notre temps, voilà, parce qu'il y a des structures extrêmement puissantes qui cherchent à prendre un maximum de notre temps et de notre attention. Et évidemment, ça joue sur le temps de qualité qu'on va avoir avec nos enfants et sur le temps de lecture.
Moi, je dis souvent que la pratique en fait, de la lecture, elle est concurrencée directement par la pratique des écrans. Ça peut être une évidence à dire, mais c'est important de le rappeler. Et notre temps familial, il n'est pas extensible. Comme vous avez vu, il est même extrêmement restreint. Donc, permettre aux parents de conscientiser que notre temps, il n'est pas extensible et qu'on a très, très peu de temps en fait, de qualité dans la journée avec notre enfant, ça permet voilà, de mettre un tout petit peu à distance les écrans. Sachant que tous autant qu'on est, on est extrêmement fragile, voire même impuissant par rapport à cette dynamique autour des écrans, quel que soit le milieu social voilà, dans lequel on vit. Comment s'appelle l'action québécoise en faveur d'un temps de lecture partagé? Il y en a plusieurs. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle un petit 5 minutes suffit. Ça veut dire voilà, que 5 minutes par jour suffit. Il y en a plusieurs. Je vais vous envoyer des références à ce sujet-là. Et avec des spots aussi et des vidéos, des spots publicitaires dans d'autres pays. Ce qu'on ne voit pas encore en France malheureusement, mais je pense que c'est important de savoir que dans d'autres pays, il y a des spots publicitaires pour informer et sensibiliser les parents à l'importance en fait d'avoir des activités partagées, même très très courtes avec leur enfant, mais un petit peu tous les jours, et de l'impact direct que ça va avoir avec leur réussite scolaire. Quelque chose, par exemple, qu'on ne dit pas du tout en France et qui me semble être pourtant d'utilité publique, mais pour lequel je pense qu'on a encore un petit peu des difficultés à se l'avouer, c'est que le temps de qualité qu'on va avoir avec son enfant entre 0 et 3 ans impacte directement en fait, sa réussite scolaire. Et quand on dit ça en France, souvent, on dit « Ah bah non, on ne peut pas déjà parler de réussite scolaire avec un bébé qui a 1 an ». Bah si, en fait, le temps de qualité qu'on a avec son enfant à 1 an, le fait d'avoir ritualisé des petites activités avec lui, ça a déjà un impact sur sa réussite scolaire future. Voilà. Cette prégnance des écrans concerne tous les milieux sociaux pour le coup. Alors oui, elle concerne tous les milieux sociaux. On est tous impactés en fait sur ce rapport au temps mangé en fait par les écrans. Par contre, on a plus ou moins la ressource et la capacité pour, j'ai presque envie de dire, pour se défendre, pour arriver à se protéger. On en a plus ou moins la capacité. Et plus on vit en situation précaire et plus on est la cible en fait de contenu sur Internet et autres qui cherchent à prendre en fait de notre temps. C'est-à-dire que quand on est dans une difficulté à se projeter et à se projeter dans l'avenir, on est beaucoup plus, donc, comme je le disais tout à l'heure, sur l'instant présent, sur l'immédiateté. Et quand on est sur l'immédiateté, le rapport aux écrans, il est... voilà, il a toute sa, comment dire, il peut prendre toute sa place en fait, parce que on a du mal à se projeter simplement sur l'heure d'après ou sur ce qu'on va faire le lendemain. Alors, on peut tout à fait se laisser grignoter par les écrans et les contenus en ligne. Voilà. Donc, on a aussi une fragilité en fait plus ou moins importante par rapport à ces contenus sur les écrans. Je peux du coup... Moi, j'ai une petite question. Vas-y. Alors, du coup, je ne sais pas, peut-être quelques pistes pour comment soutenir et accompagner les parents dans la gestion de leur temps, hein, comme une ressource et dans le cadre de l'accompagnement de leur enfant. Alors déjà, première chose vraiment essentielle, parce que tous les parents subissent ça, de les aider à déculpabiliser. Tous les parents culpabilisent en fait du manque de temps qu'ils ont avec leur enfant. Ça, c'est essentiel, tous les milieux sont concernés. Donc, leur permettre de déculpabiliser, c'est très important. Et de leur dire en fait que c'est absolument pas la durée, le temps disponible qui est important, mais la capacité à en disposer et à avoir une toute petite activité partagée avec leur enfant peut vraiment faire la différence. Voilà, donc l'idée, c'est de les accompagner et de leur permettre de conscientiser le peu de temps qu'on a tous disponible et de les aider à
voilà, à être déculpabilisée par rapport à ça et de développer ce que j'appelais la coparentalité, c'est-à-dire de permettre aussi de se dire que un père et une mère ont tout autant de pertinence à accompagner des pratiques de lecture, mais également des frères, des sœurs, la famille élargie, et que cette culpabilité, c'est quand même principalement une culpabilité maternelle. Merci Céline. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On a peut-être une petite dernière slide à afficher. Oui, c'était justement le partage de quelques ressources si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Il y a un article tout à fait intéressant donc sur le rapport au temps corrélé à la précarité de vie, donc le temps des familles populaires à l'épreuve de la précarité. Un ouvrage donc dans la continuité de ce qu'on vient de se dire sur les écrans, sur l'économie de l'attention, qui s'appelle La civilisation du poisson rouge, qui est un ouvrage grand public qui est très accessible, qui permet de comprendre à quel point aujourd'hui notre temps est un élément de l'économie. Ça nous permet aussi un petit peu de pouvoir réfléchir à comment on en dispose. Voilà. Et un ouvrage plus difficile, mais vraiment passionnant, donc l'accélération, une critique sociale du temps, pour comprendre à quel point, en fait, vous et moi, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde, on a l'impression de manquer de plus en plus de temps et d'être dans une accélération permanente, que tout va toujours de plus en plus vite. Eh bien, en fait, ce n'est pas une impression, tout va toujours de plus en plus vite et que c'est une accélération qui est complètement liée à notre époque et qu'on est loin d'avoir vu le bout par rapport à ça et que ça ira toujours de plus en plus vite et qu'il s'agit vraiment d'en avoir conscience pour pouvoir disposer au mieux du peu de temps qui nous est alloué. Merci. Nous aussi, il nous reste très peu de temps hein, puisqu'on en parle. Il nous reste à peine quelques minutes pour prendre peut-être, je ne sais pas, quelques questions, quelques remarques ou quelques retours avant le petit mot de la fin. On peut arrêter, je ne sais pas, peut-être arrêter aussi l'affichage s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole. Du coup, je n'ai pas de visibilité sur le, sur le chat. Je pense qu'Angeline n'a rien vu sur le chat. Donc voilà. Mais écoutez, peut-être, je me propose de couper l'enregistrement, si ça vous va, le vidéo, et de peut-être réactiver nos caméras pour qu'on puisse faire une photo de groupe, si ça vous va.